Bonsoir, c'est un nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous l'une des figures de la nouvelle génération d'acteurs politiques burkinabés, Alpha Yago. Il est porte-parole de la génération Blaise Compaoré et du mouvement patriotique burkinabé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Guibré. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Deux structures pour vous seul, ça fait pas trop là? Les deux structures sont complémentaires de mon point de vue et quand on a l'intention d'apporter sa modeste contribution à la marche du pays, je pense qu'il faut prendre le soin de créer les cadres idoines pour pouvoir exprimer sa vision, ses préoccupations et surtout les mettre en œuvre. Et la génération Blaise Compaoré, donc, comme son nom l'indique, a pour but de préserver donc, et de promouvoir l'héritage du président Compaoré, qui est immense et colossal. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Quant au mouvement patriotique, vous verrez bien que le caractère patriotique y apparaît. Et c'est plutôt un cadre de réflexion, un cercle de jeunes cadres qui se retrouvent, un cercle de jeunes cadres se retrouve pour réfléchir sur la vie de la nation et pourquoi pas apporter des solutions innovantes pour que le pays puisse donc aller de l'avant. Et parlons justement des faits qui ont conduit à cette insurrection populaire, puisque nous sommes dans l'ambiance du 5e anniversaire de l'insurrection populaire. Quelque part, la malcause, c'était un élément, non, qui a été quelque part aussi à la base de cette insurrection. On se souvient que le 28 octobre 2014 déjà, sur nos antennes, à l'issue d'une marche, effectivement, qui avait mobilisé du monde dans les rues, vous avez eu ce discours tendant à dire qu'il s'agissait d'une affaire de gamin. Si vous vous souvenez bien, j'étais l'invité de la rédaction pour un journal, le journal de 19h30, si j'ai bonne mémoire. Le format donc est très restreint et donc le temps imparti aux invités l'est d'autant plus. Et ce que j'ai voulu exprimer ce jour, c'est le fait que ceux qui s'adonnaient à des actes de vandalisme après les manifestations, c'est le sens de ma pensée, c'était essentiellement des enfants. Ceux qui faisaient des barricades sur la voie publique, ceux qui mettaient des incendies, qui incendiaient donc les pneus sur la voie publique, c'était donc en tout cas des enfants ou des adolescents. Et ça, c'est des faits avérés. C'était le sens de ma pensée. Je suis au Burkina, je suis avec la population, y compris ce qu'on appelle insurgés, authentiques ou de la 25e heure. On se connaît tous ici. Donc, je savais pertinemment qu'il n'y avait pas que ces enfants-là dans la rue. Mais c'était le sens de ma pensée. Et au regard du caractère du format qui nous était imparti, il était évident que je ne peux pas faire des développements plus importants. Est-ce qu'à l'époque, ça veut dire que vous, au niveau du pouvoir, vous n'avez pas compris cette soif de changement, ces aspirations profondes du peuple par rapport à la gouvernance, à la démocratie, aux libertés? Nous avons parfaitement compris, de mon point de vue, peut-être qu'il y avait une question de timing et d'agenda qui ne concordaient pas. Dans la mesure où, si vous avez bien suivi lors du congrès de 2012, le président Compaoré et certains cadres du parti à l'époque qui étaient favorables à la transition générationnelle on avait déjà commencé ce processus en injectant un certain nombre de jeunes au niveau du bureau exécutif national du parti. C'était une première. Cela veut dire que le président Compaoré avait déjà pris la mesure de la situation et était conscient de la nécessité d'opérer cette transition générationnelle-là. Et c'est dans ce sens que certains caciques qui ont régné littéralement sur le parti pendant des décennies ont été, je dirais, priés de prendre un peu de recul par rapport au parti et ils ont été intégrés au niveau du Haut Conseil. Il s'agit du président Kaboré, de Salif Diallo, paix à son âme, et de Simon Compaoré. De mon point de vue, et c'est le point de vue des analystes, c'est ce qui a entraîné justement ce départ du CDP, de ces trois caciques-là, et la création donc du MPP, qui de mon point de vue avait pour objectif donc la reconquête du pouvoir, et avec en toile de fond. Pourtant, ils avaient développé d'autres raisons. Volonté, oui, mais il y a ce qu'on dit. Le copinage, il y a la raison, il y a les raisons officielles que l'on donne pour essayer de justifier un acte politique, mais il y a les raisons officieuses. Et le temps faisant son œuvre, nous sommes à 5 ans de 2014, je pense que nous nous rendons compte que le seul
le programme véritable du MPP était surtout de protéger leurs arrières, la conquête du pouvoir pour le pouvoir, et même, on peut dire, des règlements de compte à l'endroit de au regard de l'animosité et de l'inimitié qu'ils nourrissent à l'endroit de leurs anciens camarades du CDP, qui, de mon point de vue, est même injustifié. À partir du moment où vous avez réussi à atteindre votre objectif, un grand seigneur, il devrait pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée et créer les conditions pour que l'intérêt supérieur de la nation prévale. Et nous avons constaté que tel n'était pas le cas. Nous étions conscients que la chose qui était la plus importante dans notre pays, au regard des expériences malheureuses que nous avons vues dans d'autres pays, c'était la stabilité des institutions. Et pour préserver cette stabilité, il fallait tout faire pour préserver la cohésion au sein du pays. C'est pourquoi ça passait par le maintien de Blaise Compaoré au pouvoir? Nous estimons que ça pouvait être un élément qui pouvait contribuer à maintenir cette stabilité au regard de son parcours, qui n'est pas anodin, au regard de l'expérience qu'il avait. Il était souhaitable de faire en sorte qu'il puisse conduire ce processus-là à terme. Nous nous rendons compte aujourd'hui, après son départ, que tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays, depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y en a eu deux, Michel Kafando, si on veut, Zida, Michel Kafando et le président Kaboré, aucun de ces présidents n'a eu la capacité d'avoir la maîtrise réelle de tous les leviers qui lui permettent de pouvoir diriger le pays. Or, le président Compaoré avait cette capacité-là, avait cette aura et ce leadership naturel qui lui permettent, il faut le dire, dominer la scène politique nationale et de pouvoir conduire ce processus très difficile à terme parce que c'est le choc des ambitions en politique, c'est les contradictions fortes et qui peuvent déboucher sur les situations malheureuses que nous avons connues. Ils n'ont pas eu les leviers parce que peut-être vous mettiez les bâtons dans les roues aussi, c'est peut-être ça. Souvent, quand on échoue, on trouve toujours un bouc émissaire. Le président Compaoré n'a accusé personne pendant tous les 27 ans de son règne par rapport à certains échecs qu'il a pu avoir, mais surtout beaucoup de succès. Donc, quand on prétend qu'on est la solution et quand on arrive au pouvoir, on n'accuse pas autrui d'être à l'origine de son échec. Vous parlez d'insurgés authentiques, d'insurgés de la 25e heure. C'est vrai, effectivement, qu'à l'époque, il y avait ce groupe d'insurgés avec en tête le chef de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, qui ont voulu se contenter donc, du retrait de la loi portant modification de l'article 37. Mais en face, effectivement, il y avait cet groupe d'insurgés qui pensaient qu'il n'était plus question de se contenter donc, du retrait de du projet, mais qu'il fallait en finir définitivement avec Blaise Compaoré au pouvoir. Oui, comme je l'ai dit, parce qu'ils avaient leur agenda. C'était la conquête du pouvoir, c'était un coup d'État populaire, comme l'a dit Émile Paré, mais ce qui est le plus important et ce que je retiens, c'est le coup d'État. Les événements de 30 et 31 n'auraient jamais eu cette ampleur sans la crédibilité, sans une certaine forme de leadership du CFOP conduit par Zéphirin Diabré. Ça, c'est une certitude. Le MPP, ça aurait été le MPP qui avait porté les événements, en tout cas la mobilisation contre l'article 37. Je pense que le succès aurait été beaucoup moins important que ce qui s'est passé. Et ça, c'est un fait. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas... La crédibilité se pose, évidemment. Vous ne pouvez pas faire 27 ans avec un régime en étant les principaux animateurs, notamment sur l'aile politique de ce régime-là. Et vous débinez, en l'espace d'un an, vous dirigez en porte-flambeau de l'alternance du changement. Mais il n'y avait pas que les politiques, il y avait aussi la société civile. La société civile était fortement soutenue en sommet par l'aile politique. On sait comment ça se fait ici. La société civile, son rôle, c'est de faire l'agitation au niveau médiatique. Ça, c'est leur rôle. Mais le travail de mobilisation en arrière, ça s'est fait par l'aile politique. Ça, nous le savons. La preuve aujourd'hui, demander à une OSC, aux OSC de l'époque, de mobiliser 5000 personnes spontanément. On verra s'ils arrivent à le faire. Récemment, l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a donné une interview dans la presse où il disait « Nous n'avons pas été très visionnaires pour savoir qu'effectivement, cette révision de l'article 37 pouvait entraîner très facilement le renversement du régime Compaoré. » C'est un peu cela. Vous n'avez pas été visionnaire. Je pense que je peux comprendre son point de vue. Mais mon point de vue est que, au niveau du CDP, nous étions dans un contexte
républicains. Notre préoccupation pour nous, c'était de suivre la loi. Et la modification de l'article 37 n'était pas anticonstitutionnelle. Peut-être la question de la légitimité pouvait se poser. Mais ce n'est pas parce que cette modification pose un problème de légitimité que la résolution va se faire dans la violence. Après plus de 20 ans de stabilité dans un contexte démocratique et 27 ans de stabilité en tenant compte de la période d'exception de 87 à 91. Pour nous, le Burkina avait atteint un tel niveau de stabilité au niveau institutionnel, au niveau de stabilité, au niveau de la croissance, etc., dans les, en tout cas, principaux fondamentaux qui permettent de lire le développement d'un pays. Pour les Burkinabés, ça ne suffisait pas, la stabilité, il y avait des besoins pressants. C'est tout à fait normal. Mais quel que soit le niveau de contradiction, de notre point de vue, cela devait se résoudre de manière démocratique. Donc, dans les urnes, à défaut que cela se passe au niveau de l'Assemblée nationale, et vous devez le savoir certainement, certains au niveau du CDP appelaient à un référendum pour que le peuple se prononce directement, plutôt que ce soit par la représentation, que l'opinion nationale, le peuple, l'ensemble du peuple se prononce sur la question querellée de l'article 37. Dans un contexte démocratique, c'est de cette sorte, c'est de cette manière civilisée que les contradictions sont tranchées. Imaginez-vous que dans toutes les démocraties, et à chaque fois qu'il y a une question querellée qui divise profondément une nation, s'il doit y avoir une insurrection, mais nous sommes dans une instabilité chronique et permanente. Certains pays développés peuvent se le permettre à la rigueur. Nous avons vu la question des gilets jaunes en France, qui a duré des semaines durant. Mais la France est une démocratie établie et une puissance mondiale qui a quand même un certain niveau de développement que le Burkina n'a pas. Donc nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe-là. Et de notre point de vue, nous étions convaincus, et je pense que le temps commence à nous donner raison. Parlons donc du présent, le temps a fait son effet. 5 ans après, comment vous jugez la marche du Burkina? Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même c'est douloureux. C'est même affligeant de voir la dégringolade, la descente aux enfers de notre pays. Et ça vous réjouit, non, dans l'ancienne majorité? Ça vous réjouit, l'état du pays aujourd'hui? Quand je vous dis que c'est affligeant, ça ne peut réjouir aucun Burkinabé, parce que nous n'avons pas deux pays. C'est notre seul pays que nous avons, et c'est notre plus grande richesse que nos ancêtres nous ont léguée. Nous avons le devoir, voire l'obligation de le préserver tel qu'ils nous l'ont légué, à défaut de l'améliorer. Moi, j'observe que depuis 5 ans, c'est la descente aux enfers, c'est la dégringolade, et cela ne réjouit personne. Ça vous permet de légitimer votre discours, non? De dire que j'aurais aimé aujourd'hui, les insurgents ont eu tort. Monsieur Guébré, on n'a pas eu besoin d'attendre aujourd'hui pour dire qu'ils avaient tort. En 2015, donc à peine une année après les événements, j'ai toujours exprimé mon scepticisme quant à la marche du pays. Parce que quand d'un seul coup, un pays comme le Burkina Faso, on décapite l'élite politique et administrative, l'élite économique, l'élite militaire, en l'espace de 48 heures, il est difficile pour un tel pays de se remettre sur pied. Donc on n'a pas besoin de faire science politique pour pouvoir faire cette projection-là. C'était prévisible. Sur le plan de la démocratie, par exemple, aujourd'hui, on peut dire que, c'est d'ailleurs ce que dit le pouvoir, il y a eu plus de liberté, d'espace de liberté, d'expression, de liberté de la presse, de manifestation. Ça, c'est une réalité. Encore, parlons de faits. Sous le président Blaise Compaoré et lors des événements, il n'y a pas eu d'interpellation, de harcèlement, ni de prisonniers politiques liés aux événements qui ont eu lieu en amont des 30 et 31 octobre 2014. Aucun leader d'opinion n'a été interpellé. Il y a eu entre-temps le décès du juge Nébier. Qui n'était pas un opposant de l'article 37. Je ne vais pas rentrer dans les secrets de Dieu, mais j'ai la chance d'être pratiquement son voisin. Paix à son âme. Donc ça veut dire que j'ai eu à échanger avec lui sur plusieurs sujets dans le 37. Pour le respect de sa mémoire, je ne rentrerai pas dans ces détails. Je connais bien sa famille.
je préserverai certaines choses, mais je veux juste vous dire que ma grande famille est quasiment voisine au lieu d'habitation du juge Nébier. Et je peux vous dire qu'il fait partie des personnes que j'ai eu à consulter pour affiner mon argumentaire sur certains sujets, dont l'article 37. Je m'arrête là pour le respect de sa mémoire. Je ferme la parenthèse. Pour poursuivre, et d'ailleurs, on attend que la justice puisse se prononcer sur la question. Le régime comparé n'étant plus en place, j'avais espéré qu'aujourd'hui... C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle peu. Ben voilà. Le mouvement Brassard Noir qui était créé à l'époque dans le cadre de ce dossier, vous aurez remarqué n'en parle plus. Vous aurez remarqué qu'ils sont devenus aujourd'hui les grands avocats défenseurs du régime en place. Donc, trouvez l'erreur. Je ferme la parenthèse. Juste pour revenir sur la question qui nous préoccupe, aucun leader d'opinion qui était contre l'article 37 n'a été incarcéré par rapport à ses opinions. Aucun acteur politique, y compris les 3 principaux leaders qui étaient chez nous, qui connaissaient très bien les us et coutumes du régime en place, pour en avoir été, pour avoir contribué du moins à sa construction. Donc, c'est dire que le président Compaoré est un véritable démocrate. Et donc cette démocratie dont on parle aujourd'hui était plus vivante jusqu'en 2014 en tout cas, que depuis la chute du président Compaoré. Il y a combien de leaders politiques de la majorité, de l'ex-majorité, donc de CDP, qui ont été incarcérés, manu militari, sans aucun procès? Combien de ministres, de députés, de premiers ministres même, de maires ont été incarcérés? Combien de leaders politiques ont été auditionnés à multiples reprises? Ce n'est pas pour des questions de liberté d'expression. C'est des questions, c'est pour limiter. Pas pour des questions d'opinion politique. Bien sûr, ce sont tous des acteurs politiques. Un député, c'est beaucoup plus pour des questions de gouvernance, de gestion. Cela veut dire qu'il y a eu un procès qui a lieu. D'abord, il faut qu'on vous donne les chefs d'inculpation, qui sont souvent flous, voire même inexistants. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, en tout cas, je ne pense pas qu'un de ces acteurs politiques-là ait été jugé et condamné sur la base de ces malversations. Le procès du dernier gouvernement, c'est pour bientôt. Et ce que nous nous l'attendons avec impatience, et ce que nous disons simplement, c'est que nous avons l'impression que c'est 2 poids 2 mesures. Parce que tous ceux qui ont franchi le pas en allant au MPP bénéficient d'une immunité totale. C'est ce que nous observons. Or, ceux qui sont restés loyaux au CDP, c'est eux qui sont victimes, qui ont été victimes de ces interpellations et de ces incarcérations pendant des mois, voire des années. Il y a eu un recul. L'incarcération de Naïm Touré, de Safiatou Lopez, de Zaïda Pascal, et vous mettez ça comme étant à l'actif des avancées démocratiques dans notre pays. Donnez-moi le nom d'un acteur de la société civile qui a été interpellé dans le sillage des événements des 30 et 31 octobre. Donc, moi, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Ce sont des leaders d'opinion. Zaïda a vu sa marche interdite. Le président Compaoré n'a interdit aucune marche. Aucun des acteurs majeurs de la société civile qui avaient pion sur rue n'ont été incarcérés. Que ce soit le ballet citoyen, que ce soit le CAR, que ce soit Safiatou Lopez, personne n'a été incarcéré. Là, nous avons trois acteurs majeurs de la société civile que je vous cite. Donc Safiatou Lopez, qui était d'ailleurs contre l'article 37, et Hervé Ouattara, Hervé Kam, Les Mouké et autres, personne n'a été interpellé ou incarcéré. Donc, de mon point de vue, c'est une régression au niveau des libertés. D'accord. La liberté de presse. Aucun journaliste, aucun organe de presse n'a été interdit de publication, aucun journaliste n'a été incarcéré. Ça également, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons le journaliste Adama Ouedraogo dit Damis qui est incarcéré dans l'exercice de ses fonctions. Vous croyez? Ce n'est pas que je crois. C'est pas ce que dit le procès. Moi, le verdict du procès. J'ai la chance d'échanger avec lui. Et en tout cas, ce qu'il m'a fait savoir, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Parce qu'il n'y a eu aucun élément de preuve tangible pour justifier sa condamnation pour 5 ans. 10 ans, je pense, 5 ans ferme. C'est quand même un peu sévère pour un journaliste. Surtout quand on connaît son état de santé. Le général Diendéré, le général Bassolé, dont on connaît l'état de santé qui est chancelant, qui est certes condamné, mais qui, de mon point de vue, pour des questions simplement humanitaires,
humanistes simplement méritent d'avoir droit à accès à des soins appropriés pour recouvrir la santé. Et les exemples sont légion, M. Guibré. Et c'est ça qui fait le plus mal dans cette histoire. Les insurgés, qui majoritairement jeunes, ceux en tout cas qui étaient en première ligne, aspiraient à une avancée. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur a fait miroiter. On leur a fait comprendre qu'une fois le changement effectué, le Burkina allait être un Eldorado, un espace de liberté jamais égalé, le progrès allait être immense. C'est peut-être le cas, non? Regardez dans le domaine, au niveau du Front social, beaucoup de manifestations, de mouvements d'humeur, de grève, ça n'a pas existé sous Blaise Compaoré. Pour moi, c'est une preuve de vitalité, non? Moi, quand vous parlez, je parle, les mouvements de grève depuis 2000, la prise de pouvoir, en tout cas du MPP, aujourd'hui, est estimée à peu près 260 mouvements de grève. Contrairement à ce que vous dites, pour moi, c'est des symptômes de maladies graves pour un pays. Cela signifie que la gouvernance pose problème. Quand tous les secteurs, au niveau de l'administration, revendiquent avec acharnement et en toute légitimité, parce que le but des syndicats, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres. Cela signifie qu'il y a une crise de confiance quelque part. À partir de ce moment, il faut donc créer les conditions pour qu'il y ait une confiance entre les gouvernants et les gouvernés, de telle sorte que quand vous demandez à un secteur quelconque de faire des efforts, il faut qu'ils n'aient pas l'impression d'être les dindons de la farce. Et pour ce faire, il faut que l'exemple vienne du sommet. Réduction du train de vie de l'État. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est aussi l'une des aspirations de l'insurrection. Oui, exactement, le budget de l'Assemblée nationale. Il était de 8 millions en 2014, aujourd'hui, 8 milliards, pardon, en 2014, aujourd'hui il est à 20 milliards. Le nombre de caisses noires, il y en avait 4 avant 2014, avec un budget de 11 milliards. Aujourd'hui, il y en a 11, avec un budget estimé à plus de 205 milliards, les caisses noires. Au niveau de la fonction publique, les recrutements annuels, on enregistre une réduction de 40% des postes à pourvoir par an. Peut-être parce que le besoin n'existe pas. Vous êtes au Burkina Faso ici, vous avez l'impression que le besoin n'existe pas, parce que la fonction publique reste un des principaux postes d'absorption du chômage des jeunes. Malheureusement, c'est ça la réalité. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est ça la réalité. Parallèlement, il y a des programmes qui encouragent l'auto-emploi. Absolument d'accord, et je pense qu'il faut persévérer dans ce sens. C'est une des pistes qu'il faut explorer, mais il ne faut pas réduire les chances, il ne faut pas réduire les opportunités pour les jeunes de pouvoir accéder à la fonction publique. Et les exemples sont légion. Et c'est pour dire que quand on prend les différents compartiments où on s'attendait à des indicateurs, on se rend compte que le Burkina a fait un grand bond en arrière. Sur les indicateurs au niveau des performances macroéconomiques, quand même, il y a des avancées, non? Le taux de croissance du PIB, quand même, réel, qui ressort à 6,6%. Oui. En amélioration quand même de 0,3 points, oui. C'est quand même quelque chose, non? Prenez des secteurs sociaux comme la santé, ou avec notamment la gratuité des soins, où on parle de près de 18 millions d'actes de soins gratuits, ce sont des chiffres. Et puis bon, il y a aussi ces forages qu'on a réalisés, ces écoles qu'on a essayé de normaliser. Oui. Il y a quand même des efforts, non? Ces infrastructures routières. Dont certains d'ailleurs Est-ce que vous ignorez dans le financement de certains... Non, rassurez-vous, je suis très près de tout cela. Et tout effort est à saluer. Hein. Et quand on parlait de forage, d'école, etc., tous ces efforts-là sont à saluer. Mais la question qui se pose maintenant, c'est la question de la qualité de ces infrastructures qui sont construites. Au niveau des établissements, donc des écoles qui sont construites, au niveau donc des voies qui sont construites, mais je ne vais pas vous rappeler la légende du caractère biodégradable de ces infrastructures-là, ou du moins de certaines infrastructures,
qui est la première grande intempérie, notamment la saison pluvieuse, emporte le bâtiment entier, ou en tout cas emporte une bonne partie de la chaussée. Ça a toujours été le cas, non, même sous Blaise Compaoré? D'abord, si c'était le cas, aujourd'hui, la plupart des voies qui existaient n'existeraient pas 5 ans après. Pourtant, elles existent toujours, d'une part. Et d'autre part, admettons que ce soit vrai. Mais justement, le but des événements des 30 et 31 octobre était que cela n'ait plus jamais lieu. Mais j'ai l'impression que non seulement ça a lieu, mais en pire. Ça, c'est au niveau des infrastructures. Au niveau des prestations que vous avez évoquées, de la gratuité des soins, oui, c'est bien d'avoir des soins gratuits, mais quand ceux qui sont chargés, les agents de santé qui sont chargés donc d'administrer ces soins-là sont en grève, qui va s'occuper donc de soigner donc ces braves populations? Ça, c'est le second aspect. Au niveau du taux de croissance, ça, ce sont les chiffres, M. Guébré. Mais ce qui nous importe, nous, c'est le panier de la ménagère. Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à son pouvoir d'achat, au-delà de la ménagère, de la population d'une manière générale? Vous avez l'impression, M. Guébré, que le niveau de vie des Burkinabés s'est amélioré depuis 2014? Moi, je ne le pense pas. Pour la simple raison qu'on estime l'augmentation des taxes à entre 10 et 15% sur les produits de grande consommation depuis 2014. Les produits de grande consommation, ce qui veut dire que les citoyens lambda, la grande majorité des populations consomment d'une manière générale. Donc le riz, le maïs, l'huile, etc. Augmentation de 10 à 15% selon les produits depuis 2014. Parce que ça a contribué à améliorer, à augmenter le pouvoir d'achat des populations. L'autre aspect, c'est le contexte, l'environnement des affaires, le contexte qui permet de faire des affaires et de permettre au pays justement d'avoir une croissance. Parce que la croissance est tirée par les entreprises. Voilà, essentiellement de mon point de vue. L'État certes attribue des marchés, mais le secteur privé a un rôle important dans la croissance d'un pays. Dans un environnement d'insécurité chronique et permanente, depuis 2015, où on enregistre plus de 600 victimes, aujourd'hui civils et militaires. C'est peut-être là-bas la mauvaise note pour la gouvernance, la sécurité. Ce n'est pas que là-bas. Peut-être la note est encore plus mauvaise là-bas. Mais les autres secteurs ne sont pas reluisants non plus. Mais je suis d'accord avec vous que sans sécurité, l'environnement économique ne peut en aucun cas prospérer. Les chiffres aujourd'hui sont alarmants pour notre pays au plan sécuritaire. Et certains se rendent compte après coup que finalement c'était la plus grande richesse, chose que peut-être de mon point de vue le président Compaoré avait déjà comprise et anticipée, en mettant en place un système de sécurité et de renseignement efficace, mais avec, il serait là qu'on n'en serait pas là, avec un mécanisme diplomatique proactif et qui permet d'anticiper sur certaines menaces par rapport à son pays. Il serait là qu'on n'en serait pas là? Il a préservé son pays de ces attaques-là pendant 27 ans, ça ce sont des faits. De mon point de vue, au regard de l'efficacité du système qui avait été mis en place sur le président Compaoré, personne ne peut affirmer de manière péremptoire que le Burkina n'aurait pas été attaqué. Mais je reste convaincu que sous le leadership du président Compaoré, la menace aurait été mieux jugulée et notre pays aurait été moins exposé, comme il l'est aujourd'hui, aux attaques de tous ordres et de toutes sortes. On a l'impression que le Burkina est devenu un grand terrain de jeu pour les terroristes de tout acabit. Le Burkina n'est pas seul, le Mali à côté, vous avez vu récemment plus d'une 50aine de morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Y compris malgré la présence des forces étrangères. Quand le président Blaise Compaoré était là, le Mali, le Niger, d'autres pays, le Nigeria, avaient été victimes d'attaques terroristes. Et le Burkina arrivait à résister. Et c'est là justement le génie, l'intelligence et les qualités de stratège aussi, à un certain niveau de leadership. Qu'on le veuille ou pas, c'est cela. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on refuse de réfléchir
5 ans après, on refuse de faire une introspection sincère, une catharsis à l'échelle nationale pour penser les maux réels de notre pays. Qu'est-ce qui empêche Blaise Compaoré de contribuer depuis la Côte d'Ivoire? Il s'est fendu d'une correspondance officielle, vous avez dû le suivre, depuis le mois d'avril, si j'ai bonne mémoire, adressée au président Compaoré. À ce que je sache, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de réponse. On se demande pourquoi. Mais de mon point de vue, on ne peut pas demander au président Compaoré d'être plus patriote qu'il ne l'est et de venir contribuer quand on ne demande pas son aide, surtout quand on sait qu'il est en situation d'exil aujourd'hui. Pour poursuivre mon raisonnement, tant que la sécurité, donc, qui aujourd'hui on se rend compte était notre première richesse, et la stabilité que nous avons été notre première richesse, parce que c'est la condition de tout développement, n'est pas assurée, il est difficile de pouvoir se projeter, de pouvoir planifier sur la durée. Et le pire dans cette situation, c'est que quand on regarde l'horizon, on n'a même pas l'impression qu'il y a un début de solutionnement. C'est un tâtonnement. C'est de l'approximation, de l'improvisation, des changements à n'en pas finir, qui ne rassurent même plus finalement. C'est quand vous changez une fois. Bon, c'est dit que peut-être c'était la première fois, vous n'avez pas bien ajusté. Deuxième fois, vous faites un remaniement. On se rend compte que ça empire. Bon, finalement, troisièmement, on s'est dit que c'est une question de confiance et même de compétence. C'est évident. Et le pays aujourd'hui, on ne sait même pas où sont les limites de nos frontières aujourd'hui. C'est vrai que la situation sécuritaire est assez grave aujourd'hui. Même récemment, vous avez perdu un de vos camarades du CDP, le député maire de Djibo, Oumarou Diko. Que dit finalement de la gestion sécuritaire? Quelle solution aujourd'hui? Je profite donc pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille donc, de l'honorable député Diko Oumarou, député maire de Djibo et vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et ça, il faut le souligner. Et ses 3 compagnons, donc, à leur famille, mes condoléances les plus attristées. C'est toujours douloureux de perdre un camarade. Et cela ne fait plaisir à personne. Et cela montre, justement, à souhait, que l'hydre terroriste frappe de manière aveugle. Et que nous sommes tous à la même enseigne et tous exposés aux effets néfastes de cette insécurité. Majorité, et opposition, société civile, citoyens lambda. Et il faut que ceux qui ont le mauvais réflexe d'indexer l'ex-majorité puissent intégrer cela dans les mécanismes de réflexion. Et comprendre que quand un pays est attaqué, et c'est le cas aujourd'hui, la réaction naturelle de la majorité partout au pouvoir, c'est de créer les conditions d'une union sacrée autour de l'essentiel, l'intérêt supérieur de la nation. Mais en prenant les dispositions et en faisant les choix, en entreprenant les démarches qui vont dans ce sens. C'est comme si il y a une catégorie de Burkinabés qui se réjouissent de cette situation, qui ne veut pas voir pour avoir l'argumentaire selon lequel Roch-Marc Christian Kaboré a échoué. Je viens de démontrer tout le contraire tout à l'heure, à travers mes différents points de vue, en disant que personne ne peut se réjouir. Nous sommes tous exposés à l'insécurité. Et quand le pouvoir d'achat s'affaisse au niveau du pays, tout le monde est impacté, sans distinction. Et donc, personne ne peut se réjouir de cela. Il y a eu un dialogue politique. Qui, pour moi, c'est un bon début, mais qui est insuffisant, de toute évidence. La question est, le politique peut donner l'impulsion, mais le politique ne peut pas tout résoudre tout seul. Il faut impliquer toutes les forces vives de la nation, toutes les entités de la nation doivent être impliquées dans ce processus de réconciliation. C'est l'appel qui est lancé que tous les nous jours appelons par les tous de tous nos voeux. Monsieur Guébré, ceux qui ont eu la primeur de mettre sur la place publique la question de la réconciliation nationale, c'est l'opposition. La CODER, notamment, qui a été portée par la suite par le CEFOP. Mais apparemment, en parlant de réconciliation, vous avez un agenda les différent. Les acteurs politiques et les leaders politiques et associatifs, tous, dans leur discours, de manière invariable, ont toujours prôné, appelé à la réconciliation.
c'est le pouvoir qui a les différents leviers qui peut activer de manière efficace cette question de réconciliation. On se rend compte que tel n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez parlé de questions d'agenda, il est évident que cela rentre en ligne de compte. Il y a des rumeurs selon lesquelles le pouvoir manœuvre dans le but d'atteindre 2020, se faire réélire et ensuite donc être en position de force pour imposer, entre guillemets, les conditions de la réconciliation. Je dis bien, ce sont des rumeurs. Si elle était avérée, cela est très grave pour notre pays. Parce que cela veut dire que pour des calculs politiciens, avec pour finalité la conservation du pouvoir, il faut sacrifier des dizaines, des centaines de Burkinabés. En tout cas, l'avenir, sacrifier ne veut pas dire forcément au niveau de la perte de vie, hein. C'est pas forcément ça, mais sacrifier en termes de perspective d'amélioration de leurs conditions de vie et même de rêve. Sacrifier tout ce beau monde-là avec pour objectif ultime la conservation du pouvoir en 2020. Parlons donc de perspective, justement. À quand la jeunesse à la magistrature suprême, justement? On parle de changement générationnel. Oui. La question est un peu à la mode ces derniers temps. Il y en a qui en parlent peut-être depuis un peu plus longtemps. Mais sur la question, il faut être lucide. Hein. Il faut être lucide et réaliste, donc pragmatique. La génération de nos parents, de nos grands-parents, ont lutté et obtenu l'indépendance de nos pays. Un acquis. Nos parents ont fait la révolution, ont rectifié la révolution et ont instauré la démocratie. La rectification, ce n'était pas une bonne chose. Parce que pour beaucoup de Burkinabés aussi, la révolution était sur la voie justement du développement. Oui, cela mériterait, de mon point de vue, toute une émission. Parce que c'est très passionnant de réfléchir ces contradictions entre les révolutionnaires de 83 et ceux qui ont rectifié en 87. Mais j'observe que c'est un régime d'exception. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Ils font des analyses en oubliant de mettre l'événement dans son contexte. Et dans un régime d'exception, tel que c'était le cas au Burkina, la résolution des contradictions se fait souvent dans la violence. Surtout quand au plus haut niveau, ce sont des militaires qui dirigent le pays. Mais pour poursuivre ce que je disais, c'est que la génération d'aujourd'hui, ils ont fait la démocratie avec ses hauts et ses bas jusqu'en 2014. Il aurait été souhaitable de travailler à renforcer ce qui avait été fait jusqu'en 2014. Et c'est mon point de vue personnel. Notre génération, donc les cadres et les quinquas si on veut, c'était de faire en sorte que notre démocratie s'enracine et que certains indicateurs qui contribuaient à fragiliser notre processus politique puissent s'améliorer. Votre génération n'a pas de défi. Et quand allez-vous vous assumer au lieu de continuer toujours à soutenir une certaine génération? Vous, par exemple, vous avez fait le choix de soutenir Kadri Désiré Ouedraogo, qui est d'une autre génération. On a entendu dans l'interview de Luc Adolphe Thiawo, il l'a dit clairement, il est temps que leur génération fasse de la place aux plus jeunes et qu'ils comprennent que les temps ont changé et qu'il faut une nouvelle vision dans la gouvernance. Absolument d'accord. Vous êtes jeune, mais apparemment vous refusez de vous assumer. Vous continuez à soutenir les anciens. C'est une question d'ambition, d'objectif et de vision. Je m'assume à ma façon, sur la base de mon parcours, de mon expérience et du peu que j'ai appris au niveau de la politique. Vous savez bien que la génération 80, certains appellent 83, l'atout majeur que cette génération a, c'est la formation politique très pointue qu'elle a et la masse critique qu'elle a. Ce qui les permet
ce qui leur a permis d'ailleurs de diriger le pays jusqu'à aujourd'hui. Très jeune d'ailleurs. Très jeune jusqu'à aujourd'hui, oui, mais justement, après eux, la formation politique a pris un coup. Ce qui fait que la plupart des jeunes qui ont suivi se sont formés sur le tas ou individuellement ont décidé de s'approcher d'un ou de plusieurs mentors pour poursuivre leur formation politique. Il n'y avait plus les cercles communistes, les groupuscules, ce qu'on appelle les groupuscules communistes, comme à leur époque, qui étaient des véritables foyers ardents, des cadres de réflexion très pointus sur les intérêts, sur les enjeux nationaux et internationaux, les questions stratégiques, etc. Et cette génération-là a cela, ce qui les permet de dominer la scène politique de manière outrageuse aujourd'hui. Pour revenir à ce que je disais, de mon point de vue, un des défis de notre génération, et peut-être c'est personnel, c'était de faire en sorte que les acquis démocratiques jusqu'en 2014, qui de mon point de vue étaient meilleurs qu'aujourd'hui, soient préservés dans notre pays, pour éviter justement des ruptures brusques. Parce que ça, c'est quasiment une obsession pour moi. En regardant dans d'autres pays, la Somalie, c'est un exemple à côté, il y a d'autres pays, l'Afghanistan, etc. À partir du moment où il y a une instabilité institutionnelle, le développement est bloqué. Et on rentre dans une économie de crise et on ne s'en sort jamais. Le Congo démocratique a mis une décennie pratiquement à se retrouver, etc. etc. C'est ça l'enjeu pour la nouvelle génération? Mais c'est majeur. Tant qu'on n'a pas stabilisé nos institutions, non seulement notre génération n'aura pas d'avenir, celles qui viennent après, c'est pareil. Il faut arriver à stabiliser les institutions. Et cela passe par le mode de dévolution du pouvoir. Faire en sorte que l'exclusion, l'apartheid électoral auquel nous avons assisté en 2014 n'existe plus. Le CDP n'a même pas eu droit à un candidat en 2015, pardon, sur la base d'une loi scélérate appelée loi Chérif, qui a écarté littéralement des candidats parce qu'ils ont défendu leur opinion, malgré la décision ou l'injonction de la Cour de justice de la CEDEAO qui demandait à l'État burkinabé de lever. Et aujourd'hui, comment cette génération, votre génération, travaille à prendre les rênes du pouvoir, à faire la politique autrement, à incarner des valeurs? C'est ce qu'on ne voit pas. En s'assumant d'abord à titre personnel, et je répète, c'est une question de vision. Ceux qui ont des ambitions, il y a des jeunes qui ont des ambitions présidentielles, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des jeunes qui sont présentés en 2015, il y en a qui vont se présenter en 2020. Rassurez-vous, mais tous les jeunes n'ont pas pour vocation d'être candidats à la présidentielle. Ça, c'est clair. D'autres ont d'autres ambitions. Vous voulez continuer à avoir des mentors? Ce que je veux dire, ce n'est pas une question d'individu. Quand vous dites ça, ce n'est pas à moi personnellement. C'est à l'ensemble de la jeunesse. Ça commence au niveau individu. À titre personnel, quand on est en politique et quand on est dans une grande formation comme le CDP, qui est un parti d'apparatchik, qu'on le veuille ou pas, on est obligé d'apprendre. La politique, on a l'air de négliger. Vous n'avez pas assez appris, ça fait quand même quelques années que vous êtes dans la politique. On ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes aujourd'hui pris en otage par un conflit d'une génération qui est au-dessus de nous, qui a tous les leviers du pouvoir. Je dis bien tous les leviers. De manière pragmatique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on travaille à faire en sorte que le pays, ça également c'est une ambition, et personne ne doit avoir honte d'avoir cette ambition, de travailler à son modeste niveau, à faire en sorte que le pays sorte de l'ornière à travers une réconciliation que nous appelons tous de nos voeux. Dans toutes mes sorties médiatiques, j'ai systématiquement appelé à la cohésion nationale, à la réconciliation. D'accord. Cela ne veut pas dire que nous faisons la courbette au pouvoir en place ou quoi que ce soit. Nous estimons justement que c'est le combat juste que nous devons mener. Il faut que le pays soit uni pour protéger notre pays. Vous pensez que c'est passé un jeune va être élu en 2020 que l'insécurité va prendre fin? Selon vous voulez penser très honnêtement? Vous pensez que c'est passé un jeune va être élu en 2020 que l'économie va reprendre du jour au lendemain? Ce n'est pas parce qu'un vieux aussi va prendre que ça va certainement pas. Pour revenir à votre question, mon choix par rapport à Kadri Désiré Ouédraogo, ce n'est pas seulement le candidat cadré qu'il faut voir, qui a des qualités indéniables et intrinsèques. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à l'intervention du Premier ministre Tiaou, qui a sa vision, qui a sa conviction, que je respecte.
Mais pour moi, la question de leadership est très importante quand on prétend à la magistrature suprême. Pensez que les jeunes ne peuvent pas incarner le leadership? Les plus jeunes, Il y a plusieurs types de leadership. Il a fait son choix. Moi, j'ai fait mon choix sur d'autres critères. Et le type de leadership de Kadri Désiré Ouédraogo semble pour moi être le mieux adapté par rapport à la situation complexe actuelle et potentiellement explosive actuelle que nous traversons. Mais là, on est toujours dans l'ancienne génération. Mais bien entendu, et je l'assume. Moi, c'est une question, c'est la vie du pays qui est en jeu. Ce n'est pas des intérêts égoïstes. Moi, j'estime que, à l'heure actuelle, le candidat qui, de mon point de vue, peut incarner cela est Kadri Désiré Ouédraogo au regard de sa carrure, au regard de sa vision, au regard de sa capacité à fédérer un certain nombre de forces sociales réelles autour de lui. Kadri Désiré Ouédraogo, justement, a démissionné du CDP. Absolument. Vous pensez aujourd'hui que le CDP serait en train de retrouver son unité perdue avec la médiation de Blaise Compaoré? Ceux qui en doutaient encore ont pu en tout cas se rendre compte que le fondateur, la figure tutélaire, le rassembleur au sein donc, du CDP, c'est bien le président Blaise Compaoré. Au plus haut de la crise, il s'est fendu de 3 correspondances adressées aux différents protagonistes et le 3e courrier adressé donc aux militants. Je pense que cela a entraîné une accalmie au sein du CDP. Toutes les parties sont engagées à respecter scrupuleusement les instructions du fondateur. Et de mon point de vue, nous sommes sur la bonne voie et c'est un bon début. Quand on regarde le niveau de contradiction qu'on avait atteint, et certains m'estimaient qu'on était au bord de la rupture. Vous avez été suspendu? Bien entendu, pour 1 mois, j'estime abusivement, comme d'autres, parce que, conformément au statut de notre parti, aucun cadre militant ne peut être sanctionné sans avoir été au préalable entendu par la commission contrôle et vérification. Et je sais que le président Compaoré est très attaché au respect des textes. Quant à ceux qui estiment qu'il n'aurait pas dû intervenir ou il ne peut pas intervenir dans la vie du parti, peut-être qu'ils ne sont pas en phase avec l'évolution de la vie du parti, mais lors du dernier congrès, il y a des attributions qui ont été affectées au président d'honneur, au fondateur du parti, le président Compaoré, qui lui permettent de réunir n'importe quelle instance sur n'importe quel sujet d'importance au niveau du parti. Vous pensez que le CDP peut revenir en 2020 au pouvoir dans ce contexte-là? Si l'unité est préservée et que le choix du candidat se fait de manière à peu près consensuelle, on ne peut jamais avoir l'unanimité, hein, c'est impossible, mais de manière à peu près consensuelle, pas des primaires? De mon point de vue, dans les textes, c'est prévu d'abord, il y a 2 modes, le consensus ou des élections, qu'on peut appeler primaire ou pas. Mais de mon point de vue, quand je m'appuie sur l'expérience de la désignation du candidat, du président du parti, qui est à l'origine des divisions que nous vivons aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formule. Je pense autrement. Hein? Mais c'est ça aussi, c'est la diversité des opinions et de la contradiction des idées, du choc des idées que j'ai eu la lumière. Mais il faut s'appuyer sur des exemples bien précis. Il peut penser autrement, mais il ne peut pas remettre en cause le fait que c'est suite à son élection sur un score étriqué que les divisions ont été profondes et ça a amené à l'intervention du fondateur. Son élection s'est faite sur Je pense que quand on est le premier responsable, un premier responsable, qu'on le veuille ou pas, son rôle, quand il y a bisbille dans la famille, passez-moi l'expression, la responsabilité incombe au premier responsable. Je suis désolé. Okay. Et par ailleurs, parlant des primaires, nous avons vu ce que ça a donné en France notamment. Les primaires ont le mérite d'exposer les faiblesses des différents candidats. Parce que dans le même camp, vous affrontez à coups d'arguments et de coups bas, de bâtons dans les roues, pour que chacun se positionne. C'est le jeu démocratique. Certes, mais il faut aussi tirer les leçons, et les bonnes leçons, et les enseignements, et en tirer les conséquences qui s'imposent, dans l'intérêt supérieur du parti.
Et comme je l'ai dit, en France, on a vu ce que ça a donné, aussi bien à gauche qu'à droite. À chaque fois qu'il y a eu des primaires, ils se sont tellement sabrés, passez-moi l'expression, qu'après, au mois du face-à-face, ou en tout cas lors de la phase finale, ou en tout cas pendant l'élection à proprement parler, les adversaires n'ont qu'à s'appuyer et à puiser dans le réservoir de missiles et d'obus qui ont été envoyés à votre candidat pour l'affaiblir et le faire perdre, tout simplement. Donc, de mon point de vue, il faut qu'on réfléchisse, on mûrisse mieux la question. On mûrisse mieux la question pour arriver à un candidat, de mon point de vue, consensuel. C'est la meilleure formule. Et je pense que le président Compaoré, en personnalité politique avertie, trouvera la formule pour cela. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais caché. De mon point de vue, une autre façon qui aurait pu permettre de couper court à toutes ces supputations et à toute cette situation-là, ça aurait été de considérer que le seul candidat naturel du CDP, c'est le président Blaise Compaoré. Vous pensez qu'il peut être encore candidat, Blaise Compaoré? C'est une posture et c'est une reconnaissance à tout ce qu'il a fait pour le parti. Il est en exil, Blaise Compaoré. Je précise, c'est une posture. L'exil peut prendre fin du jour au lendemain. Le président malien est allé chercher Amadou Toumani pour le faire venir dans son pays. Au Zimbabwe, à la chute de Mugabe. Vous pensez que c'est bien que Blaise Compaoré ait des ambitions le président élu a tout fait. Présidentielles? Le président élu a tout fait pour que Robert Mugabe ne quitte pas le Zimbabwe parce qu'il tenait à l'avoir à côté de lui. Est-ce que c'est bien que Blaise Compaoré ait encore des ambitions présidentielles? Je précise, cela relève de son point de vue. Mais je pense qu'un homme politique reste un homme politique et a toujours des ambitions et une vision pour son pays, surtout quelqu'un de sa trempe. Ça, c'est une chose. Maintenant, quant à le manifester et le mettre en œuvre, il n'y a que lui qui peut répondre à cela. D'accord. Moi, je suis dans une question de posture. Je me dis que la manière dont les événements sont passés les 30 et 31 octobre, une façon de rendre hommage au fondateur, une façon de lui rendre les honneurs, de le réhabiliter également, c'était de considérer que le seul, et ce que j'ai dit, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Le seul candidat naturel du CDP, c'est le président Blaise Compaoré. Vous savez que là, sa candidature peut être invalidée pour des questions de justice. C'est une possibilité. Comme j'ai dit, en politique, rien n'est tout à fait fermé, rien n'est tout à fait ouvert. Okay. Et j'ai dit donc c'est une question de posture. Quitte, il appartient au président Compaoré, sur la base de ses propositions, d'aviser en temps opportun, justement un homme pétri d'expérience, pour trouver le chemin. Ça aurait fait l'économie de la crise que nous avons traversée pendant de trop nombreux mois et avec une grande perte de temps dans l'organisation du parti. Une question, avez-vous une base électorale? Parce que la politique, c'est aussi ça. Absolument. Et vous savez bien que j'ai beaucoup travaillé à Bourg-de-Lasso, qui était ma base électorale, géographique. Parce qu'il y a deux types de bases. Il y a la base géographique et la base spécifique. La base géographique, c'est le lieu de résidence ou c'est le lieu où on a décidé de faire la politique. Est-ce que vous mobilisez à Bobo-Dioulasso? La mobilisation obéit à certaines règles qu'on n'a pas besoin de développer ici. Mais je sais que si certaines conditions sont réunies, la mobilisation, les règles qu'il faut mettre en œuvre pour la mobilisation, je pense avoir assez d'expérience en la matière. Avec 2000 francs peut-être? Ça, c'est la méthode la plus facile. Mais la méthode la plus efficace, la vraie mobilisation, consiste à créer un lien de confiance avec un certain nombre de leaders sur qui on s'appuie, des points focaux sur qui on s'appuie et qui n'ont pas besoin de 1000 francs, de 2000 ou de 10 000 pour pouvoir travailler pour l'objectif que vous êtes fixé. Parce qu'on ne peut mobiliser que sur la base de l'objectif que vous devez atteindre. Si l'objectif est mauvais, vous ne mobiliserez pas. Mais si l'objectif est objectif et pertinent, les gens vous suivront. Merci. On est en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de Chérif Sy, ministre de la Défense. Son nom reste collé à la loi qu'il a fait voter pour nous exclure du processus électoral. Et il est aujourd'hui ministre de la Défense. De mon point de vue, c'est un poste extrêmement stratégique et qui nécessite beaucoup de retenue, de hauteur de vue de la part de celui qui occupe ce poste. Simon Compaoré, président par intérim du MPP. Oui, un ancien grand camarade qui a ses qualités, mais de mon point de vue, se trompe un peu d'époque. C'est ça qui est un peu difficile. Et j'ai l'impression parfois qu'il tient le haut du pavé malgré lui. C'est l'impression que cela me donne.
certaines sorties soient à contre-courant ou à contre-emploi du contexte ou du moment. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Les mentalités ont beaucoup évolué. Et quand on n'est pas de la même génération, il faut mettre beaucoup de précautions pour éviter de heurter les sensibilités, et au point même parfois d'être potentiellement la cible d'actes qui tendent à vous manquer de respect. De mon point de vue, à un certain moment donné de la vie politique, il faut savoir être dans le back-office, comme cela se fait dans de nombreux pays, dans les démocraties. Être dans le back-office, canaliser, orienter les jeunes, les cornaquer pour qu'ils puissent apprendre dans la pratique. Parce que je n'ai jamais été de ceux qui pensent que c'est dans la théorie qu'on apprend. Ce n'est que dans la pratique qu'on peut apprendre. Cette jeunesse-là, justement, pourra en temps opportun, avec l'accompagnement de l'ancien. Parce qu'il ne faut jamais faire cette erreur-là, d'opposer la jeunesse aux anciens. Pour terminer, Roch Christian Kaboré. Il a dirigé le CDP pendant 10 ans, je pense que c'est le record. Et les qualités qu'on lui connaissait, c'était un homme de consensus et qui arrondit les angles. Et arrivé au pouvoir, on a estimé qu'il aurait pu jouer plus sur ces qualités-là, naturelles qu'il a, pour rapprocher les Burkinabés, apaiser les cœurs, apaiser les tensions dans l'intérêt supérieur de la nation. On a vraiment cru cela. En tout cas, personnellement, j'y ai beaucoup cru. Mais 4 ans après, force est de constater que tel n'est pas le cas. Il y a même certaines sorties parfois qui me surprennent venant de lui. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit pour d'autres, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est lui qui est le premier magistrat du pays, c'est le président du pays. Et c'est donc à lui de créer les conditions pour une réconciliation réelle et véritable. Et je pense que le premier bénéficiaire d'une éventuelle réconciliation, que beaucoup de gens appellent de leur vœu, y compris le MPS, le parti dont Dida est le président d'honneur, qui pourtant ont été des acteurs majeurs de l'insurrection, mais sont conscients. Je note que l'UPC également appelle de ses vœux la réconciliation, qui pourtant étaient des insurgés. Cela veut dire que quand on regarde les landerneaux politiques, et même au niveau de la société civile, presque tout le monde est favorable à cela. Donc je pense qu'il a le socle de légitimité nécessaire pour pouvoir en faire une réalité. Et pour cela, il n'y a que lui qui peut prendre cette décision-là. Et s'il la prend, je pense que la plupart des positifs dans son bilan, qui globalement jusque-là est profondément négatif, se réfèrent à l'étude donc du CGD, qui donnait une note de 4,111, je crois, sur 10, à la gouvernance du président Kaboré. Et donc, une issue favorable peut être la réconciliation dans l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Merci. Merci Alpha Yago d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie, M. Guébré. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc, le porte-parole de la génération, Blaise Compaoré, et du mouvement patriotique burkinabé, Alpha Yago, membre donc du CDP. Excellent suite de ce programme sur la chaîne de Cœur de Défi. Bonsoir.